Voilà. Nous allons démarrer avec la Et première. pour rentrer dans les enjeux du climat, on a le plaisir et la grande joie d'accueillir Christophe Cassou. On est vraiment très très content que tu aies pu accepter et trouver le temps de venir ici à Rennes pour cette conférence. Christophe, tu es climatologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire climat, environnement, couplage et incertitude. Tu me dis s'il y a des choses qui sont au CERFAC, au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique à Toulouse. Et tu es un des auteurs principaux du 6e rapport du GIEC, où tu as plus particulièrement travaillé dans le groupe 1 sur les bases physiques du changement climatique. Donc voilà, je propose qu'on t'écoute maintenant. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très heureux de participer à cette convention, comme à toutes les conventions, que je commence à en faire pas mal. Et ce qui me frappe dans ces conventions, c'est surtout la dynamique et le collectif qui se met en jeu, qui s'installe petit à petit et qui, au final, aboutit à des transformations, à en faire autrement et à en faire ensemble, comme Sophie vous l'a présenté. Et je suis heureux de participer aussi à ce moment, à cette convention, à un moment un peu particulier, parce que on n'est plus dans le moment, le temps des objectifs et le temps des cibles est révolu. On est aujourd'hui dans le temps des choix, le temps des arbitrages, le temps de construire pour faire autrement. Et donc un moment un peu particulier où, du coup, comme on est au temps de l'action, les tensions grandissent parce que y a des arbitrages à faire, parce qu'il y a des forces qui se mettent en place, des rapports de force qui s'établissent. Et je pense qu'on est vraiment à ce moment un petit peu charnière. On savait que ça allait pas être facile. Et ce n'est pas facile, on le voit depuis à peu près une année, où on peut avoir des régressions, on a des reculs forts sur ces enjeux de climat et de biodiversité, ou en tout cas les actions qu'il faudrait prendre pour respecter ces limites planétaires et puis s'engager vers un monde résilient. Donc je vais avoir la lourde tâche de passer de l'anxiété à l'action, vous montrer que tout n'est pas perdu, mais on est à un moment critique parce que les choix et les actions d'aujourd'hui, des choix et des actions d'aujourd'hui dépend le climat de demain. Alors quand on parle de climat de demain, c'est le niveau de risque de demain et le niveau d'habitabilité. Moi je rajoute toujours pour toutes et tous, parce qu'il y aura des zones de la planète qui resteront habitables, bien évidemment, mais pas forcément pour toutes et tous, avec des enjeux des enjeux sociaux et des enjeux de société importants. Donc, comme il faut que je respecte mon temps, je vais commencer ma présentation que j'ai intitulée Parlons climat. Et quand on parle de climat, chaque mot compte. Les mots ne sont pas synonymes. Chaque mot compte, chaque année compte, et puis chaque action compte. Alors, je vais commencer par le constat, et puis par une animation. Une animation qui va montrer l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère jour après jour. Alors ici, c'est pour une année particulière, c'est pour une année 2006, mais l'année 2006 est représentative de ce qui se passe chaque année sur l'ensemble de la planète, avec donc différentes couleurs. Est-ce qu'il y a un pointeur ? Oui, alors je vais certainement pointer sur celui-là. Donc différentes couleurs qui correspondent en fait le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc plus on est vers le rouge et puis le violet, on a des concentrations de CO2 qui sont fortes, et plus on est vers le bleu, des concentrations de CO2 qui sont faibles. Donc ici on est le 1er janvier 2006, vous reconnaissez les continents, hein, l'Afrique est là, l'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et puis etc. Donc je vais animer cette... Ouais, ça marche. Je vais animer ces cartes de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Vous imaginez que vous êtes un satellite et que vous mesurez juste la concentration de CO2 au-dessus de vous, la concentration intégrée sur l'ensemble de l'atmosphère, et puis vous balayez la planète. Alors cette animation, en fait,
on pourrait se limiter à celle-là pour parler de l'ensemble des enjeux climat. Parce qu'elle nous montre plusieurs choses. Alors, elle nous montre la première, elle nous montre des concentrations de CO2 qui sont plus fortes dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est très clair, l'hémisphère nord est beaucoup plus carboné que l'hémisphère sud. Elle nous montre aussi des sources d'émissions de carbone. Ici, vous avez l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Europe, et puis l'Amérique du Nord, donc 3 sources principales dans l'hémisphère nord. Elle nous montre aussi que le CO2 n'a pas de frontières. Si je prends une molécule de CO2 de la voiture qui est émise juste à côté derrière, et qui vient de passer, elle met à peu près 3 semaines à 1 mois à faire le tour de l'hémisphère nord, elle met 6 mois à passer dans l'hémisphère sud, elle met 1 an à avoir visité l'ensemble de la planète. Donc le CO2 est un gaz mélangé, et on le voit très bien hein, quand on suit des panaches, on voit que on voit des circulations très rapides. Donc on voit que l'hémisphère nord est beaucoup plus carboné que l'hémisphère sud, et puis il y a quelque chose qui se passe vers le mois de mai-juin, maintenant. On voit une chute très forte de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, dans l'hémisphère nord. Alors généralement, quand je demande quelle est l'origine de cette baisse des émissions de CO2 dans l'atmosphère, même dans des conventions citoyennes ou auprès du grand public, généralement, je n'ai pas la bonne réponse. Je n'ai pas la bonne réponse parce que on ne pense pas à l'impact des écosystèmes et en particulier de la végétation. La végétation est un puits de carbone. La végétation capture à peu près 30% des émissions de CO2 émises par les activités humaines. Et donc c'est ce qu'on voit en mai-juin, on voit une baisse. Alors c'est pas le chauffage, c'est pas le départ en vacances, c'est pas voilà, c'est les écosystèmes. Mais ce qui montre bien une déconnexion en fait qu'on a avec le vivant, où on ne pense pas aux effets du vivant de manière globale sur le climat. Un autre puits de carbone, c'est l'océan. L'océan capture à peu près entre 20 et 25% du carbone émis dans l'atmosphère par les activités humaines. C'est pour ça que l'hémisphère sud est un hémisphère qui est peu carboné, parce que l'hémisphère sud est un hémisphère dominé par l'océan, et puis les sources d'émissions sont également plus faibles. Alors, vous voyez ici, là, sur l'Amérique du Sud et l'Afrique, ça c'est bouffées de convection, ça c'est dû aux incendies, à la déforestation et aux incendies, aux pratiques agricoles. Qui fait qu'au final, à la fin de l'année, on a une concentration de CO2 qui est plus grande qu'au début de l'année, parce que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Donc sur 100 molécules de CO2 émises par l'atmosphère, il y en a à peu près 50% qui sont pris par les puits de carbone, végétation et océan. Donc en fait, nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique, c'est quand même les milieux naturels, qui, grâce à eux, nous avons 50% de CO2 en moins dans l'atmosphère par rapport à ce qu'on émet. Donc le réchauffement climatique ou les effets des impacts du changement climatique seraient beaucoup plus grands sans ces puits de carbone. Alors, je vais vous montrer ici une autre animation, parce que là, ça a été un cliché sur une année. On va regarder comment cette évolution quelle est l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. Donc je vais vous montrer une animation qui commence aujourd'hui, 1979. Vous avez une petite horloge, c'est l'horloge saisonnière de janvier à octobre, et je vais l'animer, voilà, ça va tourner. Donc ici vous avez 2 graphes, l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc en unité barbare, c'est les parties par million. Et puis vous avez la latitude ici, 90 degrés sud. Le point bleu correspond à la base russe Vostok, qui mesure la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Le point rouge ici, c'est le point Hawaï, vers 25 degrés de latitude. Puis vous avez les différents points de mesure qui correspondent à ces différentes mesures que l'on a sur la planète. Et puis les années tournent, là vous voyez qu'en fait, le CO2, chaque année, s'accumule dans l'atmosphère, à peu près 3 à 4 parties par million de plus. Donc le CO2 a cette mauvaise propriété d'être très stable et donc de s'accumuler dans l'atmosphère, d'avoir un cycle de vie très long. Donc ça s'accumule dans l'atmosphère, puis vous voyez ces baisses de CO2 là, qui sont dans l'hémisphère nord, qui sont dues aux écosystèmes, à la végétation, à la photosynthèse pendant le printemps. Et puis on voit bien que le CO2 est un gaz mélangé. À Vostok, il n'y a pas du tout d'émission de CO2. Et pourtant, le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère est le même que partout ailleurs. Ce qui va nous permettre donc de remonter dans le temps et d'aller chercher dans les carottes de glace ces archives climatiques qui ont enregistré le climat futur au moment où elles se sont formées, d'aller chercher dans les carottes de glace des petites bulles d'air qui sont emprisonnées, qui vont nous permettre de remonter dans le temps.
Donc ici, vous avez un deuxième graphe, ce qui est la moyenne sur l'ensemble de la planète pour deux stations, Vostok en bleu et puis Hawaï en rouge. Puis on remonte en 1959 ici, vous voyez la hausse de la concentration. 1959 parce que c'est le moment où les premières mesures directes de CO2. Et puis ensuite, on reconstruit, on accède à la concentration de CO2 par les archives climatiques. Alors là, on était Jésus-Christ ici, là, voilà. Et puis là, on remonte avec donc des carottes de glace et les carottes sédimentaires. On avait utilisé des cernes d'arbres aussi sur le dernier millénaire pour reconstruire le climat. Et puis on remonte dans le temps, on est à 250 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans, etc., etc. Et il va falloir que j'arrête parce que... Stop. Voilà. Donc on est à 800 000 ans. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de vivre, en fait, on est à ce niveau-là, avec un record, évidemment, chaque année est un record de CO2 dans l'atmosphère, puisque ça s'accumule. Et on est en train de voir qu'on est à un niveau qui est le plus élevé, jamais enregistré depuis 800 000 ans. Alors on a des informations, à partir des carottes sédimentaires, on peut remonter encore dans le temps. Donc le niveau est le plus élevé depuis en fait, quand on remonte dans le temps avec d'autres archives, on est à peu près à 3 millions d'années, où en fait l'atmosphère aujourd'hui que je respire, que vous respirez, c'est l'atmosphère la plus carbonée que notre espèce humaine ait eu à respirer. Puisque l'Homo sapiens, c'est 300 000 ans, cette période-là. C'est juste ça. Donc il y a des évolutions évidemment de la concentration de CO2 dans l'atmosphère avec des pics qui correspondent à ce qu'on appelle aux périodes interglaciaires, c'est des périodes chaudes, et puis des périodes de faible concentration de CO2 dans l'atmosphère, des périodes froides, c'est les périodes glaciaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, donc, c'est une rupture. C'est une rupture par rapport à la variabilité climatique passée, et on rentre dans l'inédit pour l'espèce humaine. Le défi est là, les enjeux sont là, c'est vraiment de l'inédit pour notre espèce. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les changements associés à cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère, qui conduisent à un réchauffement, on va le voir tout de suite, ces changements sont généralisés, sont rapides, ils affectent toutes les régions habitées du monde aujourd'hui, et tous les compartiments du système climatique. Donc là, c'est l'atmosphère, mais également l'océan qui capture une partie du CO2 et donc qui va s'acidifier, puisque le CO2 conduit à une acidification, une augmentation de la concentration de CO2 conduit à une acidification, des glaces qui fondent, etc. etc. Et donc ces changements s'intensifient et on le vit aujourd'hui dans notre chair depuis à peu près on va dire une dizaine, quinzaine d'années ici sur la France. On le vit quasiment au quotidien, ce changement climatique. Alors cette perception, elle était retardée au moins une attitude parce qu'il y a des fluctuations météorologiques ou des fluctuations saisonnières ou d'une année sur l'autre qui sont fortement marquées et donc qui masquent cette tendance de fond. Mais cette tendance de fond, aujourd'hui, elle émerge et elle est plus compatible avec ce qu'on appelle la variabilité naturelle ou la variabilité interne du système climatique. Mais les effets du changement climatique, en fait, ils étaient déjà visibles depuis un grand nombre d'années, voire décennies, dans les tropiques, dans toute la bande tropicale, où il y a quand même la moitié de la population qui existe. Et elle était visible parce qu'il y a beaucoup moins de fluctuations d'une année sur l'autre, et on voyait ces tendances qui commençaient à émerger de manière beaucoup plus marquée. En particulier en Afrique, en Inde, Indonésie, etc. etc. Ce que montre le dernier rapport du GIEC, c'est que l'influence humaine sur le climat est sans équivoque. Alors ce sans équivoque, c'est un mot extrêmement important, qui est dans le résumé à l'intention des décideurs du dernier rapport du GIEC. Moi j'ai eu la chance, le privilège de participer à ce qu'on appelle aux séances d'approbation du résumé à l'intention des décideurs, qui scrute chaque mot, chaque phrase, qui doit être approuvé à l'unanimité par l'ensemble des représentants des États, donc des 196 membres du GIEC, qui sont les 196 États de l'ONU. Et ce sans équivoque, on en a discuté pendant 2 jours. Parce que sans équivoque, ça veut dire que c'est un fait établi. C'était le dernier mot qui restait après les 120 heures de visio qu'on avait eues en 11 jours. Je suis allé voir l'ophtalmo ensuite, après cette période-là, un peu traumatisante quand même. Donc ce sans équivoque est passé approuvé à l'unanimité, parce que en fait, les faits scientifiques, donc ces 3000 pages du groupe 1 du GIEC, qui rassemble les faits scientifiques et qui produisent une évaluation scientifique, cette méta-analyse importante, robuste, transparente sur l'état de connaissance sur les changements climatiques.
l'évidence était telle, la force des preuves était telle que ce sans équivoque est passé, approuvé par l'ensemble des représentants. Donc vous imaginez des pays comme l'Arabie Saoudite, comme des pays pétroliers, la Russie, n'ayant pas du tout intérêt à avoir ce sans équivoque inscrit dans le rapport à l'intention des décideurs, parce que ce sans équivoque, il est important, et en particulier pour les contentieux, au niveau juridique. C'est-à-dire sans équivoque, ça veut dire qu'on peut attribuer le changement climatique à une cause bien précise. Et puis, donc, dans ce dernier rapport du GIEC, on va plus loin. C'est que nous sommes, humains collectifs, l'humain collectif n'existe pas, mais dans les activités humaines dans leur ensemble, sont 100% responsables du réchauffement climatique. Pas 10%, pas 80%, pas 90%. On est 100% responsable du changement climatique. Les fluctuations naturelles du climat, les facteurs, ce qu'on appelle naturels, l'activité du soleil ou les activités volcaniques, n'expliquent pas aujourd'hui le changement que l'on a observé. Ce qui rend les phénomènes extrêmes plus fréquents, plus intenses, plus longs, dans des lieux et des saisons qui sont inhabituels. Un petit zoom sur la France. Que veut dire ce changement climatique? Alors aujourd'hui, en termes de niveau de réchauffement, on est à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ère pré-industrielle, c'est la référence que le GIEC utilise, donc c'est 1850-1900. On est à 1,1, 1,2 et la France se réchauffe à un rythme qui est plus élevé que la moyenne globale parce que les continents se réchauffent déjà plus vite que les océans. Et donc quand on fait une moyenne globale, il y a quand même à peu près trois quarts de la planète qui est couverte par les océans. Donc la France se réchauffe plus vite que la moyenne globale et un petit peu plus vite que les continents, et en particulier sur la dernière période. On pourrait y revenir si vous voulez. Donc ici, j'illustre l'évolution des vagues de chaleur en France depuis 1947. C'est le début du monitoring journalier pour avoir accès à ces vagues de chaleur, puisque les vagues de chaleur sont définies à l'échelle journalière. Ce sont des intensités de température et des durées de température de forte chaleur sur des périodes journalières. Donc ici, de 1947 jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023, une bulle représente une vague de chaleur, et puis la taille de la bulle correspond à la sévérité de la vague de chaleur, qui est la combinaison entre l'intensité, c'est-à-dire le niveau de température, et la durée aussi de la vague de chaleur, et l'étendue également sur la France. Et donc vous voyez bien évidemment qu'il y a toujours eu des vagues de chaleur, mais que le nombre de vagues de chaleur a été multiplié par 4 à peu près en 50 ans. Alors ce chiffre de 4, il est à peu près représentatif de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Dans l'ensemble des régions, on est à peu près entre 3 et 4 d'une multiplication, d'augmentation de fréquence des vagues de chaleur. Donc sur la France, ça se traduit par 17 cas de vagues de chaleur sur les 50 dernières années, on va dire 53 dernières années du XXe siècle, contre 27 en 24 ans enregistrés depuis les dernières années. Avec donc 3 vagues de chaleur en 2022, un été sur lequel on reviendra, et puis une vague de chaleur tardive ici en 2023. Et aujourd'hui, on peut affirmer que toute vague de chaleur dans toutes les régions du monde est rendue plus intense et plus probable par les activités humaines. L'attribution est formelle, contrairement à certains événements de précipitation ou de sécheresse. On pourra en revenir ensuite dessus, et puis il y aura une conférence sur la ressource en eau, donc on pourra en discuter. Mais toute vague de chaleur aujourd'hui est influencée par l'activité humaine. Donc on vit une rupture, on est intégralement responsable de ce changement climatique. Puis c'est intéressant de voir comment, en fait, quand on regarde, on en est au 6e rapport du GIEC, ça fait 30 ans que le GIEC a été créé. Quand on regarde sur les 30 dernières années, on voit qu'à partir du 2e, 3e rapport, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans, quand on compare la trajectoire climatique que l'on observe par rapport à la trajectoire qui était projetée, on est sur cette trajectoire-là. Les différents rapports du GIEC n'ont pas surestimé ou sous-estimé les évolutions climatiques, on est vraiment sur cette trajectoire. Ce qui veut dire que, de manière globale, dans certaines régions, on a peut-être sous-estimé le réchauffement climatique, ou en tout cas on a sous-estimé les risques liés au changement climatique, ça c'est sûr. Mais peut-être pas en termes géophysiques. Donc les faits sont clairs, ils sont connus, et la science est robuste. Alors, on va faire un zoom sur ces 150 dernières années. Donc ici, vous avez une évolution de la température globale de la planète, depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. Les années défilent. Si c'est rouge, c'est supérieur à
période de référence, et puis bleu inférieur à la période de référence. Donc vous avez une augmentation de la température qui est très claire. On est, je vous ai dit, à 1,1 degré de réchauffement par rapport sur la dernière décennie complète. Si on fait bouger cette décennie, si on fait une décennie glissante, donc sur les 10 dernières années, on est plutôt à 1,2, on prend 0,3 degré de réchauffement planétaire sur l'ensemble de la planète. Et ce qu'on montre dans le dernier rapport du GIEC, c'est que la décennie 2010-2019 est très probablement, alors ça c'est du langage calibré GIEC, ça veut dire très probablement, ça veut dire plus de 95% de chance. Plus chaude que, très probablement, la plus chaude de période décennale depuis au moins 100 000 ans. Il y a une dernière étude qui est sortie, la semaine dernière, très, très intéressante et très robuste, qui montre que l'été 2023, en fait, c'est certainement l'été le plus chaud enregistré sur l'hémisphère nord depuis au moins 2000 ans. Et puis, je vous ai dit donc, que les activités humaines expliquent l'intégralité du réchauffement climatique. Et vous avez ici, sur ce graphe-là, l'évolution du cumul de CO2 émis par les activités humaines depuis le début de l'ère industrielle. Alors, les unités sont barbares, c'est des milliards de tonnes. On émet aujourd'hui chaque année 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et on est à 1500 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ou même plus aujourd'hui, émises par les activités humaines. Et ce qui compte, c'est pour définir le niveau de réchauffement de température, en fait, c'est le cumul du CO2. Ce n'est pas les émissions de CO2 d'aujourd'hui, évidemment ça compte pour le climat futur, mais c'est le cumul de CO2 qui compte. Et une propriété émergente qui est très intéressante et très surprenante quand on voit la complexité du système climatique, en fait, c'est qu'on peut lier de manière proportionnelle, il y a une relation proportionnelle entre le niveau de réchauffement, que vous avez ici sur la gauche, et puis le cumul de CO2 des émissions depuis le 1850. Donc quand on prend en compte les puits de carbone dont je vous ai parlé, donc on a une relation qui est proportionnelle. Ici, vous avez les observations qui sont là. Et donc à un niveau de réchauffement donné, on peut définir un cumul des émissions associé à ce niveau de réchauffement. Donc ça, c'est une propriété du système qui est essentielle, parce que en fait, c'est cette propriété-là qui conditionne ou qui explique les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'il va falloir mettre en place pour respecter, pour limiter le réchauffement climatique. Et c'est cette relation-là qui est au cœur en fait, des négociations internationales, des accords internationaux, parce qu'à un niveau de réchauffement donné, on en définit le cumul des émissions dans l'atmosphère. Et donc, quand on fait la différence entre le niveau de réchauffement donné qui est dans l'accord de Paris, qui est 1,5 degré, qui correspond à 2800 milliards de tonnes de CO2 accumulées dans l'atmosphère, quand on fait la différence entre ce que l'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le budget carbone, c'est les émissions qu'on est encore autorisé, entre guillemets, à émettre pour atteindre ce niveau de réchauffement. Et donc aujourd'hui, on est à 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère émises chaque année. Et donc si on prend ce chiffre-là, si on considère qu'on maintient ce niveau-là, sans l'augmenter, à peu près notre budget carbone, il est épuisé dans 5-6 ans. Donc c'est extrêmement rapide. Et dans 5-6 ans, donc, on atteint le seuil de 1,5 degré qui est dans l'accord de Paris. Hop. Donc puisque c'est le cumul qui compte, et peut-être le message important à retenir, c'est vraiment ça. Parce que c'est le cumul qui compte, le changement climatique, c'est un voyage sans retour. Et je vous ai dit que c'est un territoire inconnu. Au mieux, on peut stabiliser là où on est. On ne peut pas revenir en arrière. Parce que c'est le cumul qui compte, chaque tonne de CO2 additionnelle compte, puisqu'elle introduit un niveau de réchauffement supplémentaire. Et donc elle conduit à des phénomènes extrêmes qui deviennent de plus en plus sévères. Donc ça, c'est quand on dit chaque action compte, derrière chaque action compte, il y a ce fait scientifique qui est que chaque tonne de CO2 compte, puisque ça s'accumule. Quelque chose d'important, c'est que la neutralité carbone ou le zéro émission nette, ce n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas un défi technologique aussi. C'est une contrainte géophysique. Et puisque c'est le cumul qui compte, c'est la seule possibilité, c'est la seule solution pour limiter le réchauffement climatique à un niveau donné. Et ça, c'est important de bien clarifier ce message-là. Aussi, l'urgence climatique n'est pas un slogan politique. C'est dicté par les lois de la physique. C'est une horloge qui est dictée par les lois de la physique. Parce qu'on est dans un problème de stock de carbone et pas de flux de carbone. Évidemment, le flux et stock sont liés. Mais c'est le stock qui compte. Et donc, comme on est dans un problème de stock,
La trajectoire compte tout autant que la cible. Comment on arrive à cette cible compte tout autant, puisque si on émet beaucoup pour arriver à la cible un petit peu plus tard, en fait, le carbone se sera accumulé dans l'atmosphère. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc la trajectoire compte tout autant, voire davantage que la cible. Et du coup, on est dans une période cruciale. Alors, un aspect sur lequel moi j'aime beaucoup insister et qu'on n'entend pas forcément trop, et qui pour moi est vraiment un véritable plaidoyer pour l'action. Si demain, on a fait des expériences coordonnées dans ce dernier rapport du GIEC, des expériences numériques, on a fait l'hypothèse que demain on arrête d'émettre de gaz à effet de serre. Si demain on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, en fait la température globale de la planète se stabilise immédiatement. Il n'y a pas d'inertie en tant que telle. Au bout de 2-3 ans, la température se stabilise. Alors, on ne revient pas en arrière, hein, ça se stabilise. Les événements extrêmes, l'augmentation de leur sévérité se stabilise également. Donc en fait, le réchauffement additionnel des prochaines années, puisqu'on va franchir le 1,5 degré au début des années 2030, et on est sur une trajectoire de 2 degrés, on verra ensuite, le réchauffement additionnel, il n'est pas dû à une contrainte géophysique. On entend souvent dire le climat de l'inertie, c'est un gros paquebot, on ne peut pas l'arrêter. Si, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter, mais bon, en fait, le réchauffement est lié à l'inertie des sociétés humaines à atteindre la neutralité carbone. On ne peut pas atteindre la neutralité carbone demain. 2050, on a pour 1,5 degré, 2070 pour 2 degrés, etc., etc. Donc il faut du temps pour cette neutralité carbone. Mais pour moi, c'est quand même un plaidoyer pour l'action, parce que ça veut dire que, en fait, on a entre nos mains les solutions et on n'est pas dépendant du système climatique en tant que tel. Donc, de manière sans équivoque, je dirais, on est intégralement responsable du changement climatique. On est aussi, du coup, intégralement en capacité d'agir pour le futur, en rajoutant quand même toujours de manière différenciée. De manière différenciée parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de responsabilité dans les émissions de carbone et les impacts associés, et on n'a pas tous non plus les mêmes capacités d'agir, à la fois à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays, à l'échelle même d'une université. Donc il faut vraiment tenir compte de cette différenciation entre la responsabilité et ses capacités d'agir. Je vais passer sur ça parce que je crois que je suis lent. Je reviendrai peut-être dessus. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du changement climatique, et il faut bien prendre conscience qu'il y a à peu près la moitié de l'humanité qui vit déjà dans des zones qui sont à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et donc ce changement climatique, c'est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire, et je lis volontairement ces phrases, parce que ces phrases-là viennent du résumé à l'intention des décideurs du groupe 2, et ont donc été approuvées à l'unanimité par l'ensemble des délégués gouvernementaux. Mes collègues m'ont dit qu'ils ont quand même dû pas mal batailler sur menace. Et ils ont dû également batailler sur la dernière phrase, qui est « Tout retard supplémentaire vis-à-vis d'une action mondiale et concertée nous fera manquer la brève fenêtre d'opportunité que nous avons pour assurer un avenir viable. » Chaque mot compte. Dans les phrases du rapport du GIEC, chaque mot compte. C'est des phrases qui sont très lourdes, alors que celle-là, elle est relativement compréhensible. Il y en a d'autres qui sont complètement incompréhensibles. Celle-là est relativement compréhensible, mais il y a tout. Il y a la notion d'urgence, qui est une contrainte géophysique. Il y a la notion de le CO2 n'a pas de frontières, la notion d'action concertée. La brève fenêtre d'opportunité, ça veut dire que c'est maintenant où ça va être trop tard pour assurer un avenir viable, c'est l'habitabilité pour toutes et tous. En fait, en une phrase, il y a tout là. Et donc approuvé à l'unanimité par l'ensemble des représentants de l'État. Donc ce sont les décisions d'aujourd'hui et à court terme qui définissent à quel point donc, les générations actuelles et futures seront impactées par le changement climatique. Et donc là, je reprends un graphe qui vient du rapport de synthèse de ce 16e rapport. Vous avez déjà vu ces barres de réchauffement, j'imagine, assez souvent. Une barre représente une année et la couleur représente le niveau de réchauffement. Donc ici, c'est la température mondiale. Donc les observations sont jusqu'en, ici 2020, mais parce que c'est un graphe qui vient du dernier rapport du GIEC. Donc 1900 commence ici. Donc on a un réchauffement progressif, vous avez l'échelle de couleur. Et puis vous avez différents choix, différents scénarios futurs, avec des futurs qui conduisent à des niveaux de réchauffement qui sont très élevés,
liées à des émissions de carbone qui continuent et qui se stabilisent vers vers 2070 à un niveau de 120 milliards de tonnes par an. On est à 40 aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, 15 minutes, il faut que j'accélère. Et puis, donc, ce panel des possibles ici, et vous voyez comment ce panel des possibles va impacter les générations qui sont aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui, hein, avec un bébé qui est né en 2020, en fait, verra l'ensemble de ces changements climatiques et pourra passer d'un réchauffement de 1,1 degré à 1,5 degré, à 4 degrés si on a des émissions de carbone importantes, ou à 1,5 degré hein, si on arrive à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, on est à l'échelle de 2 générations. Hein. On a souvent présenté le changement climatique comme un paysage lointain vers lequel on se dirige. Non, on est vraiment en train de vivre ce changement climatique. Donc quel futur nous sommes en train d'écrire et puis quels risques? Donc en fait, on est sur une sortie de route. Une sortie de route pour respecter les accords de Paris. Alors sur ce graphe-là, vous avez les émissions de gaz à effet de serre ou gaz à effet de serre équivalent, donc qui comprennent donc l'ensemble des émissions de CO2, puis aussi les émissions de méthane, de protoxyde d'azote, qui sont converties en équivalent CO2. Donc on est à peu près quand on prend tous les gaz à effet de serre, on est à peu près à 50 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On est en 2020, c'est la courbe noire ici. Et puis vous avez trois évolutions. La baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait mettre en place pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et arriver à la neutralité, alors émissions de gaz à effet de serre vers la fin du siècle, neutralité CO2 vers 2050. Pour respecter à 2 degrés, et puis vous avez les trajectoires qui correspondent aux politiques publiques qui sont en place aujourd'hui et des objectifs qui sont sur la table. Donc on n'est pas du tout sur ces trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre. On est sur une stabilisation. Alors, si vous pouvez voir le verre à moitié plein, à moitié vide, hein, on ne continue plus à augmenter, hein, mais on se stabilise. Donc, on estime aujourd'hui que si on regarde le rythme des émissions de gaz à effet de serre, on estime que sur les 40 milliards de tonnes qu'on émet chaque année, il y en a à peu près 5-6 milliards de tonnes qu'on a évitées grâce aux actions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Mais c'est des actions qui étaient incrémentales, on va dire un peu cosmétiques, faciles à mettre en place. Mais bon, le temps des transformations est maintenant, on est dans le temps de la transformation, et la transformation, il faut qu'elle nous amène sur ces trajectoires-là. Donc les politiques publiques actuelles, elles nous amènent vers un réchauffement qui est de l'ordre de 3 degrés à l'horizon 2100, et donc de 4 degrés à l'horizon France. Ce 4 degrés France, je ne sais pas si vous avez, non, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le seuil qui a été choisi par le gouvernement pour le plan d'adaptation au changement climatique. Et donc pour ces différentes stratégies d'adaptation, alors il a été présenté comme le scénario pessimiste. Il faut se préparer au scénario pessimiste. Ce n'est pas le scénario pessimiste, c'est le scénario tendanciel. C'est le scénario vers lequel on se dirige. L'adaptation, elle doit se faire sur un scénario qui est encore plus pessimiste. On ne s'adapte pas à quelque chose vers lequel on va. On s'adapte dans un cadre de gestion de risque, on s'adapte vers les phénomènes les plus dangereux et qui ont un impact important. Et donc à 4 degrés de réchauffement, l'été 2022, c'est un été froid. Et donc la fenêtre des 50 degrés sur la France est ouverte. C'est pas une question du si, c'est une question du quand. Je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, il y aura 50 degrés sur la France quand il fera 4 degrés, en espérant qu'on n'arrive pas à 4 si on arrive à 4 degrés de réchauffement. Quelque chose sur lequel je ne vais pas avoir le temps de parler, mais je le mentionne juste, c'est qu'on sait que chaque dixième de réchauffement, ou chaque fraction de réchauffement, nous rapproche vers ce qu'on appelle des événements de faible probabilité, à risque, à fort impact. Alors on devrait mettre, ça c'est en langage GIEC, on aurait pu mettre 2 probabilités inconnues. 2 probabilités inconnues, mais qui peuvent avoir des impacts importants, comme un changement radical de la circulation atmosphérique, de la circulation dans l'océan Atlantique, le permafrost qui dégaze fortement, etc., etc. Et donc on ne sait pas si ça va arriver, mais on sait que c'est possible par les processus, et donc on sait que le risque augmente avec chaque fraction de réchauffement. Et c'est pour certaines infrastructures, pour certains développements, des infrastructures critiques, par exemple liées avec le niveau de la mer,
on parle d'installation de nouvelles centrales nucléaires, on va les installer probablement le long de la mer, eh bien, il faut prendre en compte ces scénarios de faible probabilité à haut risque, donc avec une hausse du niveau de la mer qui peut être très rapide sur ce 21e siècle, si les calottes polaires s'effondrent rapidement. Et on a quelques signes que, en particulier dans l'Antarctique Ouest, que des calottes polaires de l'Antarctique Ouest commenceraient, ont un mouvement qui s'accélère fortement, qui peut être en fait un précurseur, ou en tout cas un warning, sur le fait que ça pourrait s'effondrer. Et donc on n'est plus dans le temps des changements incrémentaux, on est dans les changements fondamentaux, structurels, immédiatement, soutenus dans le temps, dans tous les aspects de la société, et sans ces changements-là, on n'y arrivera pas. Juste un petit zoom sur la France, ce que veut dire ce 4 degrés. Alors, je vais m'arrêter à 2 degrés. 2 degrés, c'est vers 2050. 2 degrés monde, c'est vers 2050-2060. C'est 3 degrés France. Mais si je prends la canicule de juin 2019, qui a donné lieu au record de température de 46 degrés sur la France, cette canicule, en juin 2019, à 1,1 degré de réchauffement, donc 1,7 sur la France, elle avait une chance sur 50 d'arriver. À 1,5 degré monde, avant 2040, elle a une chance sur 8. À 2 degrés, elle a une chance sur 3. Donc vous voyez, chaque fraction de degré compte. Et comme je vous ai dit, le 50 degrés est possible. Un autre exemple, la tempête Cynthia. La tempête Cynthia de février 2010, avec donc une hausse du niveau de la mer, des submersions marines importantes, et puis des victimes liées à cette tempête. Donc avec à peu près une hausse de 4 mètres du niveau de la mer sur les côtes françaises de Poitou-Charentes. Cette tempête Cynthia, en 2010, avec 20 cm de hausse du niveau de la mer, elle avait une chance sur 200 d'arriver. Donc vraiment un événement exceptionnel, un événement extrêmement rare. Avec 50 cm de hausse vers 2060, on est à peu près à une chance sur 50. Avec 1 mètre de hausse, on a une chance sur 2. Donc vous voyez, chaque centimètre compte aussi. Et on est sur 1 mètre de hausse niveau de la mer, c'est pas du tout exclu sur la fin du siècle. Donc bon, là c'est l'exemple de Cynthia, mais par exemple des villes comme Bordeaux, la ville existe depuis des siècles, hein, depuis on a les premières traces depuis l'an 1000, 800 l'an 1000. Ben, cette ville de Bordeaux, elle a des infrastructures. 10 minutes, des infrastructures qui sont là depuis 1000 ans environ. Ben là, en quelques années, dans quelques décennies, ben ces infrastructures-là, où le cœur de ville pourrait être inondé, parce que via l'estuaire de la Gironde, la hausse du niveau de la mer ferait cet effet-là, inondé à chaque marée haute. Et donc c'est plus vivable. Donc vous voyez, l'échelle de la transformation est absolument rapide. Donc en termes de... Je vais aller très vite sur l'eau, puisqu'il y aura une conférence là-dessus. Les étés pour un réchauffement en France de l'ordre de 4 degrés se traduisent par une baisse des débits des rivières assez massif. Donc vous avez sur cette carte le changement de débit de rivière. La couleur représente, donc si c'est dans les rouges, orange, on a une baisse, c'est en pourcent des débits des rivières. Et donc vous voyez que l'ensemble de la France connaît des débits de rivière fortement diminués, en particulier dans le sud-ouest de la France et puis le sud-est de la France, avec des réductions qui sont, donc là c'est les débits d'étiage, qui sont autour de 50%. Ce qui conduit donc à des tensions importantes, hein, en termes de partage de l'eau, et avec évidemment aujourd'hui, puisqu'on parle de solutions liées à l'eau, les dangers de la maladaptation, hein, c'est de mettre en place des actions qui sont peu résilientes, qui nous verrouillent dans des pratiques qui sont peu transformatives et qui prennent mal en compte le partage de la ressource en eau, et les bassines sont un exemple de maladaptation. Avec des discours assez fallacieux, comme le fait que les précipitations hivernales pourraient ne pas diminuer sur la France, et je mets le conditionnel parce que l'incertitude est très grande, ou en tout cas à l'horizon 2050, l'incertitude est grande, mais en ne tenant pas compte de l'évaporation, puisque la ressource en eau, c'est le bilan précipitation-évaporation. Donc à précipitation égale avec une évaporation qui augmente, la ressource en eau diminue de manière inéluctable. Donc il va s'adapter à ce changement climatique, et donc cette adaptation, c'est absolument pas une option. C'est une nécessité, mais on sait très bien que l'adaptation ne suffit pas pour limiter l'augmentation des risques liés au changement climatique. Et ces solutions d'adaptation, elles existent, leur efficacité et leur faisabilité sont prouvées, mais elles deviennent de moins en moins efficaces, elles perdent en efficacité dans un monde qui est plus chaud, parce qu'il existe des limites dures à l'adaptation, et je pense que Philippe Brancola vous en parlera, en particulier sur les écosystèmes, en particulier ici, si vous avez une image des coraux
qui, à partir d'un certain niveau de réchauffement, 2 degrés de réchauffement, 97% des coraux auront disparu. Donc dans le dernier rapport du GIEC, on a évalué en fait les risques principaux en fonction des niveaux de température. On le représente par ces mèches de différentes couleurs, quand les risques sont très élevés, avec des couleurs plutôt mauves, et les niveaux de réchauffement. Et vous voyez que pour les quelques risques clés, alors les risques liés aux impacts sur les systèmes vivants uniques et menacés, par exemple les coraux, un bel exemple, ou certains types de forêts, les risques liés aux événements extrêmes, etc., etc. Et vous avez que le niveau de risque augmente avec le niveau de réchauffement. Et puis, donc là, c'est des risques qui sont évalués de manière en silo, mais quand on évalue les risques de manière systémique ou les risques en cascade, on voit qu'en particulier les risques dus aux événements extrêmes, ils sont de plus en plus difficiles à gérer. Ici, vous avez un exemple de risque en cascade, une vague de chaleur qui a des impacts sur les agriculteurs, les impacts sur les rendements, conduisent à une baisse de la productivité, une baisse des ressources financières, qui ont des effets locaux et qui peuvent potentiellement avoir des effets globaux si tout ça arrive ensemble. Et quand on tient compte de cette évaluation des risques, comme il a été fait dans le dernier rapport du GIEC, on n'en tenait pas compte de manière très approximative dans le 5e rapport du GIEC. Ici, vous avez j'ai rajouté les différentes barres qui correspondent aux risques qui étaient estimés dans le précédent rapport du GIEC, c'était en 2014 par rapport à 2022 aujourd'hui. On voit que le niveau de risque est plus élevé dans le 6e rapport du GIEC que dans le 5e rapport du GIEC pour un même niveau de réchauffement. Donc pour rebondir sur ce que je disais au début, on n'a pas sous-estimé le niveau de réchauffement, sous-estimé le niveau de changement extrême. Par contre, on a largement sous-estimé le niveau de risque associé à ce niveau de réchauffement, en termes de vulnérabilité pour les sociétés humaines et aussi pour les écosystèmes. Donc les défis de l'adaptation, c'est de mettre en place une adaptation qui est transformative, parce que l'adaptation incrémentale et la gestion de crise, ça ne suffit pas. Il faut vraiment mettre en place cette adaptation-là en lien avec l'atténuation. L'atténuation, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de justice et d'équité. Alors je passe sur ça et je finis sur les leviers d'action. Les leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'atténuation. Donc ce qu'on montre dans le dernier rapport du GIEC, c'est que les solutions existent, elles sont disponibles dans tous les secteurs et elles permettraient de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici l'horizon 2030. Donc les études se sont arrêtées en 2020 dans le dernier rapport du GIEC. Donc sur la décennie en cours, on a estimé qu'on pouvait diminuer les émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici 2030, donc on voit que la faisabilité est importante. Mais tout ça, donc ça implique des politiques qui sont collectives, d'investissement dans les infrastructures, dans les politiques fiscales, des nouvelles normes techniques, des nouvelles normes sociales, etc., etc. Il faut vraiment changer le faire société et aller dans le faire autrement. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc pour chaque secteur ou chaque activité, dans le rapport du GIEC, il y a une évaluation du potentiel de réduction de gaz à effet de serre. Donc juste me concentrer ici sur l'énergie. Vous avez donc les différentes solutions possibles, donc du solaire à la capture et au stockage de carbone, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis la couleur représente le coût en fait. Donc si c'est bleu, ça veut dire qu'aujourd'hui on est gagnant. Si on ne met pas en place ces solutions-là, en fait, on perd économiquement. Donc on voit que le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'énergie est très fort pour l'éolien et le solaire, avec donc une implémentation qu'il faut faire rapidement et qui peut se déployer à grande échelle et qui, à l'échelle mondiale, en fait, revient moins cher que de ne rien faire. Donc il y a pour l'ensemble des solutions, il y a cette évaluation sur lequel je vais passer. Et on est à un moment critique pour ces stratégies, donc qui favorisent des modes de vie bas carbone, avec l'importance des sciences humaines et sociales, puisqu'on est dans un changement total. On n'est pas on se limite pas en fait à des solutions techniques. On voit que technologie et innovation sont absolument nécessaires, mais technologie et innovation ne suffiront pas pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On pourrait y revenir là-dessus si vous voulez, en particulier tout ce qu'on entend sur les captures et stockages de carbone qui sont complètement hors sol aujourd'hui. Donc on est dans cette dimension de solution, on est dans le triptyque éviter, sous éviter il y a ralentir et réduire. Je pourrais discuter des exemples, j'ai fait une intervention de ce type chez les dirigeants d'Airbus. Que veut dire ralentir pour une industrie comme l'aviation ou comme Airbus. Et puis évidemment jouer sur la demande et les services. Donc partir des besoins et pas partir de l'offre.
Et donc, quand il y a une solution qui est mise sur la table, toujours questionner d'où on part. Et quand on part généralement de la demande, on voit le potentiel de réduction est beaucoup plus fort que quand on part de l'offre. Quand on parle aujourd'hui de déploiement d'énergie renouvelable ou déploiement de nucléaire, ben on parle du moyen, on parle de l'offre, on ne parle pas de la demande. Oui, mais pourquoi? Oui, mais dimensionner, pourquoi? Pour quelle société, etc., etc. Et puis il y a la notion de sobriété qui est importante. Alors la sobriété, c'est un mot qui a été utilisé et qui est galvaudé aujourd'hui, qui n'a pas la même définition que dans le langage courant ou dans le langage médiatique et politique, que la définition qui est donnée dans le dernier rapport du GIEC, qui correspond à l'ensemble des politiques, mesures et pratiques quotidiennes qui évitent les demandes, c'est sur la demande, d'énergie, mais aussi de matières premières, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires. Les derniers mots sont importants. Le bien-être de tous, il y a des notions de justice, etc. Donc ce n'est pas l'austérité qu'on a vécue. On entend beaucoup, grâce à la sobriété, la baisse de la demande d'énergie, la baisse d'énergie a été de l'ordre de 10-15%. Ce n'est pas la sobriété, c'est l'austérité. Hein. On était en présence de pénurie de ressources, ce n'était pas volontaire et c'était une diminution qui était subie. Et en plus qui était injuste, parce qu'en termes pour l'énergie, il y a une augmentation de la précarité énergétique qui s'est faite dans le cadre de cette sobriété-là. Donc la sobriété qui est telle définie dans le GIEC n'est pas celle-là. Et donc, comme je vous y disais, technologie et innovation sont indispensables. Donc, on est sur des enjeux de long terme, des enjeux de soutenabilité, d'habitabilité pour toutes et tous, en synergie entre les leviers environnementaux et sociaux. Hein, Sophie l'a bien rappelé au départ, la dimension sociale est absolument essentielle. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je fais des conférences maintenant, de demander, c'est faites-moi intervenir géophysicien avec un spécialiste, une chercheuse des sciences humaines et sociales. Parce que c'est la combinaison des deux qui est absolument essentielle. Donc on est dans ce cadre-là des objectifs de développement durable. Toute solution aussi, toute réponse pour lutter contre le changement climatique dans le rapport du GIEC est évaluée dans ce cadre-là, dans le cadre des objectifs de développement durable, avec des lois de la nature qui sont intangibles. Vous voyez, la relation du cumul du CO2 dans l'atmosphère en fonction qui conditionne le niveau de température, c'est une loi de la nature, c'est une loi intangible. Mais il y a des lois humaines qui ne sont pas sur le même niveau et sur ces lois-là qu'on peut jouer. Donc on vise un monde durable et résilient au changement climatique. De nouveau, une phrase du dernier rapport du GIEC qui implique des changements fondamentaux dans les visions du monde, les idéologies, les valeurs, les systèmes politiques, les structures sociales et les relations au pouvoir. Donc accès au pouvoir et prise de décision également. Et donc on est une communauté de destin. Et une dernière slide, puisqu'on est dans une université, quelle place pour le scientifique? Quelle place pour le scientifique dans ce cadre-là, dans ce débat sociétal? Alors moi, j'aime toujours rappeler que le scientifique informe et le politique et le citoyen décident. Ne pas faire porter la charge de l'action sur le scientifique. C'est aux citoyens et aux politiques de décider ces décisions-là. Donc le rôle du scientifique aujourd'hui, pour moi, il a trois volets. C'est un lanceur d'alerte. Ça, je pense que ça fait un petit moment qu'on a endossé cette casquette. Il a le rôle de conseil, il a le rôle d'aiguillon, de partage d'expertise sur la base des connaissances factuelles, des éléments factuels. Donc c'est les évaluations, c'est les nouvelles gouvernances. Et puis il a le rôle aussi de chien de garde. De chien de garde en particulier pour dénoncer les régressions et aider à construire des rapports de force. Alors, on parlait tout à l'heure, vous employez le mot d'enragé. Alors peut-être que chien de garde, c'est pas forcément un chien de garde enragé, mais en tout cas, on est à un moment particulier où, comme on est dans un cadre de régression, aujourd'hui, le scientifique a le devoir, à mon avis, de dénoncer ces régressions-là. Tout ça dans des enjeux qui sont un peu plus grande échelle, un peu plus macro, qui sont donc de transmettre, donc des enjeux de communication pour les scientifiques, des enjeux de médiation, des enjeux de formation pour pour pallier au déficit de littératie climatique, donc cette capacité à être conscient du changement climatique de manière systémique. Il s'agit de penser et d'accompagner les transformations, bien évidemment, donc ça c'est les enjeux d'appui à la décision, et puis les engagements citoyens et politiques dans ce cadre particulier de criminalisation des activistes climat, qui est partout dans le monde, France inclus. Climat, un contexte de fake news, et puis un contexte aussi de décrédibilisation du scientifique, qui est vraiment présent, qui se met en place depuis après un an et demi, on le voit émerger.
Le climato-scepticisme, pour le climatologue aujourd'hui, le climato-scepticisme classique, il est plus inaudible, c'est pas le plus important. Le climato-rassurisme ou le climato qui vise à décrédibiliser les scientifiques, il est beaucoup plus sournois. C'est beaucoup plus difficile de lutter contre cette dynamique-là, mais on est dans ce cadre-là aujourd'hui, et je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et donc il y a une vigilance aussi qui est nécessaire sur le respect de la liberté d'expression et de la liberté académique. Ça, c'est des piliers qui sont absolument essentiels. Il y a un avis très intéressant du CNRS, du comité d'éthique du CNRS, sur cette liberté d'expression et liberté académique du chercheur, et que vraiment je vous invite à consulter, parce qu'il pose un cadre qui est important sur cette liberté-là. Donc le changement climatique, ce n'est pas un problème physique, hein, vous avez vu, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est un problème de faire société, de relations aux vivants, de relations aux communs. Et puis, ce changement climatique, il nous impose quand même certaines valeurs. Il nous impose de la lucidité, pas de l'anxiété, mais de la lucidité. De l'honnêteté, parce qu'on ne négocie pas avec le climat. Et quand on est malhonnête, on peut avoir de la colère qui s'exprime. Il a besoin de cohérence dans les politiques. Les politiques de stop and go ou de yo-yo sont absolument délétères et puis conduisent à l'inaction. Besoin de courage. Courage, ça veut dire qu'il faut renoncer à certaines trajectoires qu'on avait envisagées, et puis courage pour construire avec chaque partie prenante des nouveaux modes de fonctionnement, et puis de l'éthique et de la solidarité, parce que, comme je le disais, on n'est pas tous responsables du changement climatique de la même manière, et on n'est pas tous en capacité d'agir de la même manière, et donc il faut de la solidarité dans ce monde résilient au changement climatique. Voilà, merci. C'est bon ? Merci beaucoup, Christophe. Avant de passer à la séance de questions-réponses, je vous propose de faire une petite pause avec vous-même. Profitez de votre carnet si vous le souhaitez, pour juste vous poser, digérer, on va dire, l'information, et puis noter une information qui vous a marqué et une question que vous vous posez. Et on se laisse une petite minute de réflexion. Et si c'est bon pour vous, on peut prendre quelques questions pour Christophe. Il y a des micros qui circulent, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour. Ma question, elle portait un peu sur un point technique. Quand on a plus 1,1 degré, plus 1,2, j'ai pas bien saisi si c'était par la mesure de la quantité de CO2 aujourd'hui que ces valeurs étaient exprimées, et si elles étaient mesurées différemment par ailleurs. Alors ce 1,1, 1,2 degré, il est mesuré par un ensemble de... C'est une mesure directe de température par un ensemble de dispositifs, les stations météo, les mesures satellites, les mesures dans l'océan. Donc c'est des mesures depuis 1850, on peut avoir une estimation de la température globale de la planète à partir donc de ces mesures-là, parce que le thermomètre qui mesure vraiment la température était déployé suffisamment sur la planète à partir de 1850. Avant, c'est des reconstructions. C'est des reconstructions de température à partir de donc ces fameuses archives climatiques. Donc il y a des cernes d'arbres, il y a on utilise des systèmes de datation à partir d'isotopes, en particulier les isotopes d'oxygène pour la température. Donc c'est pas une mesure qui est liée au carbone, c'est pas une valeur qui est liée au carbone en tant que tel. Ensuite, les études d'attribution que l'on conduisent ou concluent
au lien entre carbone et température. Les deux sont indépendants. C'est ce qui est important pour les études d'attribution. Parce que corrélation n'est pas égale à causalité. Donc c'est pas parce que la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente que la température devrait augmenter. On connaît les processus physiques qui conduisent à cette augmentation-là, mais on peut le prouver à partir donc de simulations ou aussi de théories qui montrent que les deux sont liés. Merci. Merci pour cette conférence. Vous nous avez dit que c'est le stock qui n'est pas bon. Et donc, alors c'est vraiment une question de profane. Est-ce qu'il y a des solutions à l'étude pour voir comment déstocker? Alors oui, il y a des solutions. Il y a des solutions qu'on appelle capture et séquestration de carbone, donc qui visent à prendre du CO2 dans l'atmosphère et ensuite de le stocker, de manière différente suivant les solutions. Donc il y a des solutions de capture et de stockage qui sont des solutions qui utilisent les écosystèmes naturels, l'océan et la végétation. Donc il s'agit de booster en fait le puits de carbone naturel. Donc dans l'océan, on appelle ça une fertilisation de l'océan, qui permet donc à l'océan de capturer davantage de CO2 dû à une production d'organismes vivants, de phytoplancton un peu plus forte, ou voire à changer l'alcalinité de l'océan, parce que de l'alcalinité dépend la quantité, l'efficacité de dissolution du CO2 dans l'océan en fonction de cette alcalinité. Pour faire simple. Donc on peut jouer sur ça. Booster le puits de carbone terrestre, ça veut dire cesser la déforestation et puis replanter des forêts, booster le puits de carbone lié aux prairies. Donc ça veut dire sécuriser ou en tout cas mettre à disposition une partie des surfaces agricoles, des surfaces terrestres pour stocker ce carbone-là, en boostant également les sols, en favorisant des sols qui sont vivants, donc en diminuant par exemple les pesticides qui diminuent cette capacité de stockage de carbone par les sols. Donc voilà, donc ça c'est les solutions on va dire naturelles. On voit qu'elles ont leurs limites. Pour l'océan, leur possibilité est très faible en fait. Pour les écosystèmes terrestres, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte, en particulier les enjeux de sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut une certaine surface agricole pour produire, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Donc si on dédie trop de surface à cette capture et stockage de carbone, il y a des tensions à ce niveau-là. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a largement surestimé ces solutions-là, dans le sens où les puits de carbone aujourd'hui on pense que l'on est à un optimum dans l'efficacité des puits de carbone naturels, en particulier forestiers, prairies, etc., terrestres. Parce que le CO2 ça fertilise, il y a plus de production, plus de photosynthèse liée au CO2, mais par contre on est à un moment où la ressource en eau va commencer à diminuer. Et donc cette capacité, cette efficacité de stockage de carbone va diminuer puisque en présence de ressources en eau plus faibles, la croissance des arbres est beaucoup moins forte. Donc on a surestimé cette capacité de stockage et par exemple, quand on regarde la stratégie nationale bas carbone en France, il était dans les stratégies nationales, les plans qui avaient été mis en place avant 2018-2019, je crois que c'est la stratégie nationale numéro 2, et on a la stratégie nationale numéro 3 qui arrive. On était à 40 millions de tonnes de CO2 capturées par les puits de carbone en France, une estimation, c'était l'objectif. Aujourd'hui, on est à 18. Et on a perdu en 10 ans 50% de cette efficacité de carbone. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel parce qu'on voit que dans d'autres pays, par exemple la République tchèque, il y avait un niveau de puits de carbone équivalent à la France, donc c'est 10 millions de tonnes parce que la superficie est plus faible. On est passé de 2018 à 10 millions de tonnes. En 2023 ou 2022, on est passé à plus 15 millions de tonnes. Donc d'un puits de carbone, on est passé à une source de carbone en 5 ans. Parce qu'on a sous-estimé aussi l'impact de certains pathogènes
qui jouent sur l'état de santé de nos forêts. Et en France, on a des signaux, peut-être Philippe en parlera, mais on a des signaux qui sont vraiment au rouge sur cette efficacité des puits de carbone. Et puis quand on regarde aussi, il y a des surfaces, en particulier en Amérique du Nord, qui avaient été allouées pour ces captures de carbone, en particulier dans l'Ouest américain. En fait, il y a à peu près 50% des surfaces qui ont brûlé. Donc celle-là, c'est double peine, parce que là, il y a réémission de carbone. Donc ça, c'est les émissions naturelles, et je finis rapidement sur les émissions industrielles, on va dire des processus industriels, qui consistent à capturer le carbone de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on est au stade de prototype. On est vraiment au stade de prototype, et vu le déploiement, on se rend compte que, en fait, on ne pourra pas compter sur ces solutions-là. Elles interviendront un petit peu plus tard, certainement, quand on aura déjà diminué de manière forte nos émissions de gaz à effet de serre. Elles permettront ce qu'on appelle de compenser les émissions résiduelles, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités qui émettront toujours des gaz à effet de serre, ça on le sait, et on fait l'hypothèse qu'on aura cette capacité de capturer le carbone et d'enlever le carbone de l'atmosphère pour compenser ce petit bout-là. Et ce petit bout-là, c'est 10-15% de nos émissions actuelles. Donc ça veut dire qu'il faut diminuer de, on va dire, entre 60 et 70%, 80% de nos émissions actuelles. Merci beaucoup. On arrive déjà au bout de la séquence. On a la chance d'avoir Christophe qui reste avec nous pendant la pause. Donc je me permets de dire, n'hésitez pas à venir échanger aussi avec Christophe à la pause. C'est l'heure de la pause. On se donne une 20-25 minutes. Rendez-vous à 55, ici même, pour la prochaine conférence de Philippe Grandcola.